Alors que la guerre en Syrie entre dans sa 5e année, l'avenir paraît sombre pour le pays et la région. L'aide la plus élémentaire est refusée au peuple syrien par les parties au conflit qui empêchent l'accès humanitaire aux civils. Mais pour comprendre le calvaire vécu par les Syriens, il faut revenir 4 ans en arrière. Les printemps arabes débutent en janvier 2011 par des protestations pacifiques pour demander le départ des dictateurs, l'instauration d'une démocratie et un meilleur partage des richesses. MSF, qui est présente dans la région, prépositionne des kits d'urgence et se tient prête à intervenir. La Syrie n'est pas en reste. Des manifestations se répètent chaque jour à partir de la mi-mars. À Dera, Damas, Homs, Latakia et Alep, elles sont alors réprimées de façon sanglante et accompagnées d'arrestations de masse. Dans le courant de l'été, la répression se renforce. Le régime lance des chars contre les villes soulevées, notamment à Homs, causant des milliers de morts. Les bilans de la révolte syrienne passent de 2000 morts en août 2011 à 5000 en décembre. 1 an et demi plus tard, ils dépasseront les 100 000 morts. Et on en compte plus de 200 000 aujourd'hui. Le mouvement se transforme rapidement en conflit opposant 2 camps armés. Face à l'armée régulière se constitue l'armée syrienne libre, sur la base de déserteurs et de citoyens en majorité issus de la communauté sunnite, qui constitue près des 3/4 de la population syrienne. Des puissances régionales et internationales se mêlent alors au conflit et l'instrumentalisent. À cette période, MSF fournit des médicaments et du matériel au personnel syrien de l'organisation qui prend en charge les blessés. Malgré les demandes répétées, l'organisation n'obtient pas l'autorisation du gouvernement de travailler dans le pays. L'opposition accorde des accès dans le nord et MSF met en place des hôpitaux clandestins et apporte une aide transfrontalière directe. Alors que fin 2012, de nombreux Syriens prennent le chemin de l'exil, MSF lance des programmes d'assistance aux réfugiés en Irak, en Jordanie et au Liban. Le pourrissement de la guerre entraîne rapidement des métastases. L'armée syrienne libre sera supplantée par des combattants islamistes, et la guerre se divise en une myriade de conflits. Alors que les groupes changent fréquemment, MSF négocie avec chacun d'eux des accords. En 2013 donc, MSF a 6 hôpitaux dans les zones contrôlées par l'opposition, assurant ainsi des milliers de consultations médicales, d'accouchements et d'interventions chirurgicales. L'insécurité, les attaques sur les structures médicales et l'absence d'autorisation du gouvernement sont des obstacles majeurs. Elles empêchent MSF d'apporter une aide directe à la majorité des Syriens piégés au cœur du conflit. À de très nombreuses reprises, MSF dénoncera ce manque d'accès et demandera que l'aide puisse traverser les frontières et les lignes de front. En août 2013, alors que les armes non conventionnelles sont la ligne rouge d'une intervention militaire internationale en Syrie, MSF confirme que 3 hôpitaux du gouvernorat de Damas reçoivent 3000 patients présentant des symptômes neurotoxiques. La mobilisation politique autour des armes chimiques sera massive et mènera à l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La confusion qui règne en Syrie est une aubaine pour un mouvement djihadiste salafiste, l'État islamique en Irak. Créé en 2006, il est initialement lié à Al-Qaïda, mais s'en affranchit progressivement avant de s'en séparer totalement. En Syrie, quand les combattants de l'État islamique arrivent dans les zones où MSF a ses hôpitaux, des accords sont conclus avec ses commandants. MSF demande le respect des activités et du personnel médical. Malgré ces accords, le 2 janvier 2014, 13 membres de MSF sont enlevés par ce groupe. Les 5 expatriés seront retenus en captivité pendant près de 6 mois. Conséquence, l'organisation ferme ses structures médicales dans les zones contrôlées par l'État islamique et évacue tout le personnel expatrié. Malgré cela, MSF a toujours 3 hôpitaux qui fonctionnent grâce à du personnel syrien, 1 à Atmeh et 2 à Alep, et continue d'apporter une assistance médicale dans le nord de la Syrie. Le soutien au réseau de médecins syriens se poursuit et des dons de médicaments essentiels sont faits. Depuis 2013, bon nombre de sunnites d'Irak, exaspérés par les exactions de l'armée irakienne du Premier ministre chiite et déçus par la politique du gouvernement, accueillent les djihadistes de l'État islamique en libérateurs. En 2014, le groupe s'empare de zones stratégiques dont le fief sunnite symbolique de Falloujah, la vallée de l'Euphrate à l'ouest et à l'est Mossoul, qui tombe le 9 juin. La ville devient sa capitale religieuse et Raqqa, sa capitale politique et militaire au cœur des territoires syriens nouvellement conquis. L'organisation proclame le rétablissement du califat et appelle les mouvements djihadistes à lui prêter allégeance.
Leur progression territoriale se poursuit. L'ouest de la province de Kirkouk, Al-Kahim et Tal Afar tombent également. Au début du mois d'août, les djihadistes occupent les provinces pétrolières et gazières de Ninewa, de Salah ad-Din et d'Al-Anbar et s'emparent de Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak. Les Kurdes et les chiites, qui jusque-là étaient restés à l'écart du conflit, s'y mêlent désormais. En Irak aussi, les structures médicales sont la cible d'attaques. L'avancée fulgurante de l'État islamique pousse des centaines de milliers de personnes au départ et contraint MSF à évacuer ses projets, car l'organisation n'obtiendra jamais les garanties de sécurité nécessaires auprès des dirigeants de l'État islamique. Mais les équipes mettent alors en place des stratégies flexibles. Elles se rapprochent au plus près de la ligne de front, dans les zones tampons, aussitôt que la sécurité le permet. Des cliniques mobiles y sont organisées pour venir en aide aux populations qui n'ont pas vu de médecin depuis des mois. Les Irakiens qui le peuvent se ruent dans les camps qui accueillaient jusqu'alors les réfugiés syriens. Ils vivent dans des conditions inacceptables, sans accès aux services de base. Certains réfugiés syriens sont même contraints de fuir le Sinjar pour retourner en Syrie, où la sécurité est toute relative. Des centaines de milliers de personnes restent cependant bloquées entre les lignes de front. Elles ne peuvent pas en sortir et n'ont absolument aucun accès à l'aide humanitaire. Leur situation ne fait que souligner les échecs du système de l'aide.